c'est évidemment un sujet qui nous intéresse tous et nous avons la grande chance d'avoir pu réunir pour ce webinaire deux spécialistes de la question. Madame Gobot est architecte de formation. Steven, lui aussi, est architecte de formation. Donc, nous avons deux architectes, mais qui sont tous les deux, après, avec un parcours un peu différent, devenus des spécialistes dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, Émilie a fait un doctorat et un post-doctorat à l'université de Louvain. Si j'ai bien compris, ce doctorat, ou en tout cas le post-doctorat, était déjà tout à fait orienté vers le secteur de l'économie circulaire dans le cadre de la rénovation du parc bâti. Et aujourd'hui, vous êtes chez Bruxelles Environnement, où vous travaillez sur les questions de circulation et le réemploi des matériaux de construction. Par ailleurs, vous venez de rejoindre l'UC Louvain comme professeur associé en construction durable et circulaire. Steven, je vais essayer de résumer ton parcours, qui est aussi un parcours au départ en tant qu'architecte. On s'est encore connu quand tu étais actif comme architecte. Je crois qu'aujourd'hui, tu ne l'es plus vraiment. Mais très vite, tu t'es orienté vers l'économie circulaire, déjà en 2011, avec la création de Lateral Thinking Factory. Puis en 2015, la ferme aquaponique au-dessus des abattoirs d'Anderlecht, hein, où on élève d'une part des poissons et les eaux des bassins des poissons servent à fertiliser une ferme aquaponique qui produit des légumes. Steven est aujourd'hui aussi le référent européen dans le domaine de l'économie circulaire, régénératrice et cradle to cradle. Il est conférencier dans beaucoup d'universités, tant en Belgique qu'à l'étranger, toujours dans le domaine de l'économie circulaire. Et il travaille au sein de Beaupro depuis quelques années. Beaupro, qui est un bureau d'études gantois, tout à fait spécialisé dans le domaine de la durabilité. Et chez Beaupro, il participe évidemment au développement de grands projets à impact environnemental positif. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux et je vous remercie infiniment de bien vouloir animer ce webinaire. Alors, je voudrais aussi dire un petit mot pour Véronica, un petit mot d'accueil pour Véronica, dont c'est le premier webinaire. Depuis qu'elle a rejoint SONET, Véronica, arrête-moi, c'était début juin, je pense. Oui, fin juin. Fin juin, d'accord. Mais donc voilà, c'est un petit peu je sais pas comment je dis, la première expérience de webinaire pour elle, et donc je suis sûr que ça va très bien se passer. Bienvenue Véronica. Je te cède la parole. Oui, merci Xavier. Bonjour à tout le monde. Très ravi d'être parmi vous. Permettez-moi de juste présenter très brièvement Sonnette, parce que je pense que pas tout le monde nous connaît. Comme voilà, on a un large réseau avec qui on a travaillé. Sonnette est une plateforme collaborative qui réunit trois secteurs: le secteur associatif, les secteurs de l'immobilier, des entrepreneurs ou investisseurs à vocation sociale, et le secteur public. Elle a comme objectif, notre association, de promouvoir, stimuler et soutenir la création de logements abordables pour des publics fragilisés. Et parmi les activités qu'on mène, il s'agit en fait de favoriser des partenariats entre ces acteurs, ces différents acteurs, trouver des solutions innovantes. Et comment on fait ça? Donc, on fait des webinaires, par exemple, on fait des journées, on organise des journées thématiques et on a pas mal de groupes de travail sur certaines questions précises. Donc, aujourd'hui, voilà, on est dans un webinaire auquel, en fait, on a beaucoup réfléchi pour parler d'économie circulaire, parce que c'est vrai que le focus des sonnettes, c'est la création, la captation de logements abordables, des solutions pour ce faire. Mais si on parle de logement, on parle évidemment aussi de ces grands défis de l'économie circulaire en ville, les chantiers, les déchets, les ressources, et comment organiser tout ça dans les tissus urbains. Et donc, on a voulu inviter Émilie et Steven
pour nous parler, pour nous inspirer surtout, en fait, grâce à leur expertise. Donc, Émilie va avoir une présentation qui va traiter vraiment de la question du déchet comme ressource aujourd'hui sous-exploitée et qui pourrait être mieux exploitée. Et donc, elle va nous expliquer pourquoi et quelles pistes on pourrait avoir. Et Steven va, sous forme d'un dialogue, en fait, il va reprendre ces enjeux-là et avoir une attention particulière à la fois sur nos métiers de valorisation des déchets et pourquoi aujourd'hui sont encore très sillonnés et comment on pourrait avoir beaucoup plus d'intégration de ces métiers. Il va aussi nous parler un peu de cette fameuse intégration dans les tissus urbains pour une industrie de récupération des matériaux auxquels on ne donne pas encore assez de place et peut-être pas dans la juste manière. Et il va aborder aussi un enjeu très important sur les copropriétés, dont je ne vais pas dire plus. Et donc, je vous laisse la parole et enjoy des séminaires. Émilie, à Alors, toi. oui, à moi. Bonjour à tous. Je vais partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Ok, super. Merci Xavier, merci Véronica pour cette introduction. Donc, le parcours a déjà été un peu présenté. Je ne travaille plus maintenant pour Bruxelles Environnement. Donc, je suis à temps plein maintenant à l'UC Louvain, mais voilà, c'est tout récent, hein, c'est depuis le mois de septembre. Et à Bruxelles Environnement, effectivement, je traitais de questions de réemploi et de l'économie circulaire dans Rénolution. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire cette présentation autour de deux questions principales. C'est de savoir quelle sera l'implication sur les flux de matière qui seront générés, les déchets et les matériaux importés, et aussi sur les stocks, c'est-à-dire notre parc bâti. Quelles seront les implications liées à la rénovation énergétique dont on parle tant, des logements, notamment en région de Bruxelles-Capitale, et quelles sont les perspectives ou opportunités de recirculation des matériaux. Et donc, la présentation, elle se déroule simplement en 4 grandes parties. L'introduction, la notion des stocks et des flux liés à la rénovation, et puis les perspectives de recirculation. Alors, voilà. Alors, bon, ça, je ne vais pas vous le cacher, vous êtes certainement au courant que le secteur de la construction, c'est un secteur particulièrement impactant. Je pense que c'est important de rappeler quand même ces quelques chiffres clés à l'échelle européenne. C'est 40% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est la moitié de la consommation d'énergie en matières premières et plus du tiers de la production de déchets. Donc, il est défini, ce secteur, comme un des secteurs clés d'action sur lesquels on peut agir pour améliorer, évidemment, ces grands enjeux au regard aussi des enjeux climatiques qui nous attendent. Alors, parallèlement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne part pas de rien. Donc, la construction neuve, c'est une réalité, entre guillemets, qu'il faut mettre un peu sur le côté parce qu'on a un parc bâti existant extrêmement important, dont 75% en fait, concerne le résidentiel et 40% est construit avant 1960. Donc, ça veut dire que ce parc bâti, il est ancien, relativement peu efficace en termes énergétiques, et donc il y a vraiment une nécessité d'aborder la question et de prendre à bras-le-corps cette question de la rénovation pour améliorer les performances énergétiques. Alors, une autre notion que j'aimerais aussi aborder, c'est un peu dézoomer le problème, c'est-à-dire que ces dernières années, on a beaucoup parlé de performance énergétique. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ça se focalise sur une phase, certes longue, mais une phase du cycle de vie du bâtiment, qui est en fait la phase d'occupation. Et donc, durant cette phase d'occupation, il y a effectivement toute une série d'émissions qu'on appelle émissions directes qui sont liées à son usage et à la consommation énergétique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'autres phases dans le cycle de vie du bâtiment qui vont également produire des externalités négatives pour l'environnement.
C'est ce qu'on a appelé aussi également émissions indirectes et qui dépasse évidemment le simple territoire régional, puisqu'on va de l'extraction des matières et leur fabrication jusqu'à la démolition et le traitement des déchets produits. Et donc, l'ensemble de ces impacts concerne, l'ensemble de ces émissions, vont avoir des impacts aussi bien environnementaux que sanitaires. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir resituer le problème de manière plus globale. Alors, par rapport ces enjeux énergétiques, ressources, déchets, on pourrait dire que le secteur de la construction fait face, peut y répondre selon 4 grands axes. La rénovation, qui est en lien évidemment directement avec la performance énergétique, et puis la question des ressources et des déchets, qui est en lien avec l'économie circulaire. L'Europe a développé toute une série de stratégies, de visions, de plans. Ici, j'ai repris le pacte vert pour l'Europe, mais qui est décliné également via un plan d'action en économie circulaire et via les ambitions en termes de taux de renouvellement du parc pour améliorer les performances. Au niveau bruxellois, on a également transposé tout ça via différentes stratégies. Pour répondre aux enjeux globaux climatiques, on a le Go for Brussels. Pour la transition économique, on a la Shifting Economy. Les ressources déchets, c'est le plan de gestion des ressources et déchets. Et puis pour la rénovation, on a Rénolution. Alors, je vais juste faire un rapide zoom sur Rénolution. Quelles sont les ambitions qui sont portées par cette stratégie qui évidemment répondent au cadre européen. C'est la réduction des gaz à effet de serre visant une quasi-neutralité pour 2050. Et il y aurait une double volonté, une volonté de réduction des gaz à effet de serre par émissions directes et indirectes. Donc ça, c'est les émissions dont je parlais juste avant. Mais il y a aussi une augmentation de la performance énergétique des bâtiments, mais aussi de la durabilité et de la circularité au sein du territoire. Alors, d'un côté, le côté gauche de ce slide, vous voyez que par rapport à la hausse des performances énergétiques, eh bien, les objectifs, ils sont chiffrés, ils sont quantifiés avec un horizon en termes de temporalité. Donc, on va essayer de viser une performance globale énergétique de 150 kWh par mètre carré par an par unité bâtie, de manière progressive, et une neutralité pour les bâtiments tertiaires. A contrario, pour le volet 2, donc la partie droite, concernant la durabilité et la circularité, eh bien, on n'a pas vraiment d'objectif chiffré, ni une temporalité définie, si ce n'est l'horizon 2050. Mais il n'y a pas de progression dans cette temporalité. Et donc, il y a encore là, je dirais, peut-être une réflexion à avoir sur l'impact de ces rénovations en termes de durabilité, de circularité, et anticiper un petit peu plus cette question de manière quantifiée. C'est pas le numéro de Cédric par hasard. Ah, il y a un petit micro qui fonctionne. Comme ça, non, mais je peux le trouver facilement sur WhatsApp. Ah oui, je suis bon. Ah bah oui, non, parfait. Ouais, je sais plus c'est quoi, c'est 7. Alors, monsieur, Ouais, je crois que c'est madame, 7. Fonseca Rangel, allô, Ouais, vous avez le micro ouvert? Mais je vais ok. le désactiver. Ça va. Allez. Voilà, Donc, je vais désactiver. Merci. Et donc, comme je disais, cette rénovation du stock bâti, du parc bâti bruxellois, il est nécessaire, très clairement. Mais la question, c'est, OK, mais quelle matière et quelle quantité, quelle nature de matière on va consommer et quels déchets on va produire? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Vers où on l'envoie? Comment on le traite? Logistiquement parlant, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer que ces flux soient gérés de manière optimale et dans une approche circulaire? Alors, de manière très schématique, je vous ai montré d'abord un schéma très linéaire de l'extraction jusqu'à la démolition. Ici, je représente le cycle de vie d'un bâtiment, mais sous forme cyclique, circulaire, où on a d'abord un bâtiment sur lequel on va intervenir pour améliorer ses performances. Et donc, la question à se poser, c'est de savoir, OK, mais qu'est-ce que j'ai à disposition? Parce qu'en fait, ce bâtiment, ces matériaux constitutifs, il faudrait pouvoir le voir sous terme de valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose à jeter, non. Qu'est-ce qui est encore valorisable, récupérable, réemployable ou recyclable dans ce bâtiment? Ensuite, quel type d'intervention je vais opérer sur ce bâtiment?
Et en fonction du type d'intervention, eh bien, je vais influencer les flux de matière que je vais consommer et influencer le type de déchets et les quantités. Forcément, ce n'est pas la même chose si je maintiens un maximum ou si j'opère une démolition-reconstruction. Et enfin, de savoir, OK, très bien, même si j'identifie les matériaux que je consomme et les déchets que je produis dans mon opération, qu'est-ce qui va me garantir que je vais pouvoir valoriser ça de manière circulaire? Alors ça, c'est une notion peut-être un peu plus, comment dire, prospective, c'est de dire: «OK, donc j'interviens pour améliorer les performances énergétiques, mais je vais, par cette opération, modifier la composition du parc bâti». Pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'il faut se dire que d'ici 10, 20, 30 ans, quand je vais intervenir sur mon bâtiment rénové, eh bien, je vais potentiellement soit créer des déchets en puissance, soit faciliter la récupération de ces éléments. Prenons un rapide exemple. Si j'emballe tous mes bâtiments avec de l'EPS collé, un crépi sur-isolant, etc., OK, au niveau performance, c'est très bien. Je ne parle pas de l'aspect patrimonial ici, mais en termes de ressources et de déchets, c'est problématique parce que ça va être assez compliqué de pouvoir décomposer, récupérer chacun de ces éléments dans 20 ans si je dois opérer des transformations sur ce bâtiment. Donc, c'est simplement de pouvoir aussi se projeter dans un avenir futur et pas juste faire quelque chose pour un besoin présent. Alors, très rapidement, quelques chiffres à l'échelle européenne. C'est quoi le secteur de la construction en termes de consommation de matière? Eh bien, on a plus de 70%, c'est de la consommation, c'est du béton. La majorité de ces matières sont utilisées pour le secteur résidentiel, mais c'est normal vu que la représentativité du secteur résidentiel est importante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'isolant en jaune, c'est 1,5% en masse, mais en fait, il est responsable de plus de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, simplement pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a un petit pourcentage en termes de masse, parfois certains matériaux peuvent être plus conséquents proportionnellement si on considère d'autres critères et d'autres paramètres. Oui, et alors, ça, j'y reviendrai, mais en gros, en fin de process, les éléments sont surtout recyclés, mais plutôt sous-cyclés, et on y reviendra par la suite. Alors maintenant, si on fait un focus que rénovation, à l'échelle européenne, simplement, ça s'est tiré d'un rapport européen, hein, c'est de dire si on se projette d'ici à 2050 avec le taux actuel de rénovation, ça va mobiliser 918 millions de matériaux vierges. Juste, voilà. Et ça, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, rénover, améliorer les performances énergétiques, oui, mais n'oublions pas l'effet à large échelle et sur une temporalité plus longue. Ici, qu'est-ce qu'on voit pour la rénovation? Eh bien, on avait 1,5% de masse précédemment pour l'ensemble du secteur. Ici, pour la rénovation, on voit que les isolants, c'est 28%. C'est 28% des matières importées, mais c'est aussi 38% des émissions de gaz à effet de serre si on considère uniquement la rénovation. Donc voilà, moi je dirais que c'est plutôt un flux clé sur lequel il serait temps de se poser des questions, puisqu'actuellement, ces isolants, à part quelques cas particuliers, sont essentiellement incinérés et mis en décharge. Alors, on a parlé des flux de matière, maintenant je vous parle des déchets, donc les flux sortants. Alors, les déchets, c'est pas rien non plus, hein, on l'a dit, c'est plus du tiers des déchets à l'échelle européenne, c'est-à-dire 385 580 000 tonnes à l'échelle européenne. En Belgique, c'est plus de 21 millions. Donc, ce n'est pas négligeable. Maintenant, si on veut voir la répartition à Bruxelles, on a principalement des déchets inertes et des déchets de terre, cailloux, boue, dragage. Ça, c'est juste pour faire le constat. On a parlé des matériaux, on a parlé des déchets, enfin des matériaux entrants, des déchets. Maintenant, parlons du stock. Du stock à Bruxelles. Alors, c'est très difficile de donner des chiffres précis concernant ce stock. Il y a déjà eu plusieurs études qui ont essayé d'identifier et caractériser le stock bruxellois. Ici, j'ai pris un exemple d'étude qui date déjà quand même de 2015 et qui s'est basé sur de nombreuses hypothèses. Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais néanmoins, si on regarde le stock à Bruxelles, on parle de 185 milliards de tonnes de matière.
dont 84% est mobilisé dans nos bâtiments. Donc, c'est pas anodin. Et il y a une étude complémentaire qui a été faite pour identifier certains flux clés pour la recircularisation, dont les cloisons modulaires, les dalles de moquette, etc. Mais j'y ajouterai également les isolants. Alors, ce stock, il est constitué de quoi? Une majorité de logements, hein, ce n'est pas une surprise. Et dans ces logements, dans ces 63% de résidentiels, eh bien, on retrouve une grande part d'immeubles à appartements, de maisons mitoyennes, avec une proportion considérable de logements privés plus que sociaux. Alors, quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs études qui avaient essayé de caractériser le stock et de savoir, moi, en fait, depuis 2010-2011, la question que je me pose, et elle n'est pas simple, la réponse, c'est de dire, oui, effectivement, si on rénove tout ça, qu'est-ce que ça fait? Et est-ce qu'il n'y a pas des alternatives au niveau public à favoriser plus que d'autres? Donc ici, c'est une modélisation sur une typologie bien connue à Bruxelles, la maison bourgeoise, où on a comparé 3 scénarios d'intervention différents. Le scénario X, c'est ce qu'on peut observer communément dans une opération de rénovation énergétique de maison bruxelloise. Le Y, c'est en considérant qu'on va maintenir un maximum du bâtiment existant, mais en améliorant ses performances. Et le dernier, c'est une démolition-reconstruction. Et ce qu'on peut voir, c'est que forcément, les quantités de matière, donc on a à chaque fois 4 colonnes, le stock existant qui est le premier bâtonnet, les déchets produits, c'est le deuxième, les matières consommées, troisième, et le dernier bâtonnet, c'est le nouveau stock. On voit qu'entre le poids qui est en dessous et le volume qui est au-dessus, on peut voir en jaune que les isolants sont de nouveau, voilà, quelque chose d'assez significatif en termes de flux clés. Maintenant, si on fait l'opération et l'exercice de se projeter à l'échelle régionale, j'ai toujours ma maison bourgeoise ici et l'hypothèse est qu'on isole la toiture, la façade arrière et le sol avec des isolants issus de la pétrochimie que je ne cautionne pas, mais qui sont une réalité du secteur. Alors, on a une certaine quantité et volume d'isolants à l'échelle de la maison bourgeoise. Maintenant, si on considère d'ici à 2050 que 2,5% du stock de maisons bourgeoises seront rénovés annuellement, eh bien, qu'est-ce que ça constitue en termes de quantité d'isolants importés dans la région? Eh bien, là, on parle de 1 424 000 mètres cubes d'isolants, soit 456 piscines olympiques. Voilà. Steven en parlera, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on gère cette quantité de matière à l'échelle régionale et via quels espaces disponibles et via quel transport? Donc, voilà, moi j'ai parlé des flux, des stocks, je vous ai balancé plein de chiffres, mais maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va faire recirculer cette matière? Et je crois que ce qui est vraiment important, et là c'est peut-être un peu quelque chose de théorisé, mais quand on parle d'économie circulaire, les gens disent oui, mais en fait il n'y a pas de définition vraiment commune ni standardisée. Ça comprend une multitude de choses. Et je vais vous dire que la proposition qui est faite ici, c'est une proposition. Voilà. Et c'est une proposition qui considère surtout l'axe matière, donc pas l'axe social ou autre. Et donc, c'est juste pour repréciser les termes. On a une espèce de hiérarchie de bouclage si on opère ou si on applique la circularité à notre bâtiment, justement, à rénover. La première boucle, la plus foncée, la plus grasse, c'est évidemment la réparation, le maintien. Et ça, c'est souvent oublié. Mais ça permet d'éviter une obsolescence, entre guillemets, trop rapide de certains éléments. Ensuite, il y a la rénovation et puis éventuellement la transformation, le changement d'usage. Quand ces 3 boucles ne sont pas, ont été réalisées et on doit aller à l'étape suivante, alors on va essayer de déconstruire les éléments présentant un potentiel de réemploi. Et donc, vous voyez que les flèches en vert foncé, c'est vraiment une logique de stock. Donc, on reste à l'échelle du bâtiment, on essaye de garder la matière.
Ensuite, une fois que c'est déconstruit, eh bien là, par contre, la matière, elle est mise en mouvement, elle est mise en recirculation. Et là, on a les notions de réemploi, de préparation au réemploi, et quand c'est vraiment pas possible, eh bien, on va essayer de recycler, si possible, en gardant la même valeur. En dernier recours, incinérer, mettre en décharge. Dans l'ordre de grandeur, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a seulement 1% des déchets de construction qui sont réemployés, contre 90% de recyclage. Et on pourrait se dire, bravo, on est au-delà des objectifs européens en termes de recyclage. Eh bien, malheureusement, c'est du sous-cyclage qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait du recyclage, mais qui n'est pas totalement optimal. Et ça, peut-être que Steven en reparlera par la suite. Mais en gros, il y a moyen de clairement mieux faire. Alors, du coup, ici, je vais juste faire un focus réemploi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous intéresse en région bruxelloise, dans le sens où tout ce qui est un peu recyclé, c'est fait en dehors de la région, alors que le réemploi, ça pourrait permettre clairement le développement d'activités économiques locales et de valorisation de ressources locales. Donc, ce qu'on entend par réemploi, lié à cette définition, c'est vraiment une remise en œuvre pour une nouvelle application, même usage ou pas, d'un matériau qui a déjà vécu une première vie et qui a été déconstruit. Donc, on ne parle pas ici de surstock ou d'invendu. On parle de matériaux qui ont déjà vécu. Et il y a cette notion, comme je le disais, de mise en circulation. Donc, à différencier du maintien ou de la préservation du bâtiment. Même si certains parlent de réemploi de bâtiments, non, le réemploi pour nous, c'est vraiment des éléments, des matériaux qu'on met en mouvement et qu'on récupère. Et le réemploi, voilà, c'est pas du tout nouveau, mais ça revient un peu sur le devant de la scène parce que c'est vraiment une stratégie à part entière de l'économie circulaire. Pourquoi le réemploi? Ça présente pas mal d'avantages environnementaux. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'études qui calculent ça. Ici, on voit clairement, juste pour une dalle de moquette en haut ou une brique, on peut faire des économies de 2 à 5 fois les impacts si on opte pour un matériau de réemploi plutôt qu'un matériau neuf. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être plus réalisé, ce type d'études, pour permettre d'argumenter en fait pour le choix de matériaux de réemploi. J'en ai parlé, l'avantage du réemploi, c'est qu'il y a un potentiel de création d'emplois non délocalisables, des opportunités de formation du secteur et de relocalisation en fait, d'activités productives en ville. Et ça, j'imagine que Steven en parlera juste après. Et ça, c'est vraiment important, mais il faut donner la place et développer un cadre favorable pour tout ça. Et enfin, mais ça, voilà, c'est une approche aussi qu'on peut retrouver dans les éléments à valeur patrimoniale, mais pas que. Les matériaux transmettent également une histoire, un savoir-faire qui est aussi à valoriser. Oui, si j'ai juste remis un schéma très rapidement entre un bâtiment dont on maintient une partie et qui est rénové, donc forcément, il y a une production de déchets et une consommation de matière. C'était juste pour aller plus loin dans la définition en vous disant qu'en fait, le réemploi, il y a celui qui est extrait, c'est-à-dire quand on opère une démolition, on va regarder les éléments qui ont un potentiel de réemploi, on va les démonter, les déconstruire pour les envoyer vers une filière, par exemple. Et puis, il y a le réemploi, mais qui est intégré au projet. Pourquoi c'est différencié dans le projet que je cite ici au-dessus? Parce qu'en fait, l'approche va être différente. Et donc, dans le premier cas, si on extrait du flux de déchets les matériaux, on va parler de récupération, alors que si on l'intègre dans un projet, ces éléments de réemploi, on va parler de réemploi effectif. Et alors, pour boucler la boucle entre ce qui est extrait, démonté et ce qui est réintroduit dans des nouveaux projets, eh bien là, c'est vraiment la véritable recirculation de la matière. Et ça peut se faire sur le réemploi sur site directement ou hors du site via des revendeurs professionnels, via des systèmes de donation ou des flux tendus entre chantiers. Ça, c'est ma dernière slide avant les conclusions.
C'est juste pour vous représenter qu'en fait, souvent, le réemploi, on dit que donc c'est un avantage environnemental, etc. Mais il y a, comme je le disais, très peu d'études qui permettent d'objectiver, d'argumenter, de quantifier tout ça. Et donc, dans le projet Interreg FCRBE, on est en train de clôturer ça. C'est une analyse de différents projets qui vise à, là, je retrouve ma maison bourgeoise, hein, qui vise à identifier a posteriori justement les taux de réemploi qui ont été atteints par certains projets. Et donc ici, voilà, la personne a récupéré des briques, de l'isolation, des finitions en bois, des radiateurs, et on peut voir qu'il atteint quand même des taux de réemploi parfois très intéressants, allant jusqu'à 15% presque pour les éléments en briques. Donc voilà, ça donne simplement une ordre d'idée de ce qu'on peut atteindre comme taux de réemploi. Et vous voyez qu'on a fait aussi le calcul de l'économie en équivalent CO2, donc le gain Oui. peut être atteint. Mais oui, je suis pour le moment sur un webinaire avec Soronet. Je ne sais pas, vous en avez pour combien de temps? Ah oui, attends, voilà. Ok. Ben donc, juste pour vous dire, si ça vous intéresse, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles et ça va être publié très prochainement. Pourquoi ça pourrait être intéressant? Parce que ça donne justement des stratégies sur comment est-ce qu'on peut se fixer des ambitions de réemploi dans les projets. Et pour conclure, voilà, je me répète un peu avec ce schéma, mais simplement se dire que quand on intervient sur l'existant, ben, c'est important de pouvoir ne pas oublier que la prévention est la première chose, c'est-à-dire plus on maintient, mieux c'est quand c'est possible, évidemment. Il faut penser donc aux déchets qu'on produit, aux quantités, aux natures et la manière dont on va déconstruire et pas démolir. Choisir des matériaux les moins impactants possibles, mais ne pas oublier que dans 20 ans, il y a des personnes qui suivent et que si on pouvait leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent eux-mêmes en faire des ressources, ce serait pas mal. L'approche globale, j'en ai parlé, pas juste focus énergie, performance énergétique, mais regarder vraiment l'ensemble du problème. Les appuis systémiques, mais je pense que les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer, mais pas que, tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je pense qu'il y a encore un manque d'anticipation sur la gestion de ces flux, j'en ai parlé plusieurs fois. Et alors, je voudrais aussi émettre juste un mot d'attention à l'effet rebond. L'effet rebond, c'est-à-dire que, OK, on veut recirculer la matière, réemployer ou recycler, très bien, mais d'une part, le réemploi et le recyclage ne sont pas des flux suffisants pour soutenir la rénovation. Et d'autre part, la recirculation des flux ne doit pas justifier des constructions trop, comment dire, comme l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de justifier des déconstructions pour pouvoir alimenter une filière. Donc voilà, il faut garder ça aussi en tête, je pense. Puis là, je vous ai remis quelques liens utiles et voilà, j'ai fini. Merci, Émilie. Donc, si tu peux arrêter de partager ton écran, super. Voilà. Steven, à toi la scène. J'arrive. Voilà, je dois mettre tout ça en place. Normalement, vous devriez le voir. Vous pouvez confirmer? Oui, on le voit bien. Merci beaucoup, Véronica. Merci, Xavier. Xavier, juste une petite correction. Beaupro est en effet un bureau une agence et un bureau de project management grantois, mais on est très présent à Bruxelles avec plus de 40 personnes à Bruxelles et on est en France et en Pologne et on est de plus en plus présent en Wallonie. Voilà, juste pour dire que je voudrais compléter vraiment ce que Émilie a fait et je n'ai jamais vu un exposé aussi clair. Merci Émilie sur l'économie circulaire et les différents points. Et je suis entièrement d'accord. Et ce que je vais faire, c'est compliquer un peu les choses en élargissant. Tu as dit en effet que l'économie circulaire, telle que tu l'as envisagée et présentée là, parle principalement de la matière.
Tu as montré aussi que l'eau était importante, tu as montré évidemment l'énergie et ces aspects-là. Moi, je voudrais vous parler d'une vision qui nous est propre chez BoPro de l'économie circulaire à impact positif, qui est en fait, que je vais vous expliquer et qui essaye de relier tous les silos qu'on peut trouver, comme le disait Véronica, tous les silos qui ont tendance à séparer les différentes thématiques autour de l'environnement dans le bâti. Je vais parler en effet de l'industrialisation de la construction, qui devient à la fois une nécessité pour le neuf, mais aussi pour le résidentiel, et de voir où peut se passer l'économie circulaire, l'industrie de l'économie circulaire, et en effet parler du rôle important des syndics vis-à-vis des copropriétés qui crée le gros du marché finalement. Alors, pour résumer, le passage de l'économie linéaire qui est prendre, utiliser, jeter, on est passé déjà à l'économie du recyclage qu'on confond souvent avec l'économie circulaire. Comme Émilie l'a bien dit, le recyclage c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est prolonger la vie éventuellement, mais le problème c'est si on termine quand même avec un déchet, on a un problème long terme. L'économie circulaire, moi j'ai travaillé là-dessus sur Cradle to Cradle depuis en effet, depuis le début des années 2000. Pour moi, il manque quelque chose dans le schéma et donc j'en ai ajouté un quatrième à droite qui est l'économie circulaire régénératrice ou à impact positif. C'est-à-dire que pour faire tourner l'économie circulaire, il faut des moteurs, il faut des résultats positifs et il faut des impacts positifs. Et le seul déchet qu'on devrait accepter, c'est un déchet qui nourrit la planète, c'est-à-dire des biodéchets. Donc ça, c'est la théorie. Ça veut dire qu'en même temps qu'on réduit les impacts négatifs, alors c'est consommer moins, c'est utiliser moins de matériaux, c'est moins de gaz à effet de serre, etc. Il faut en même temps créer des impacts positifs. Et pour ça, il faut partir d'un inventaire de ce qu'on a. Ça part du site, ça part du climat, ça part de l'urbain, des espaces publics, etc. Et ça part en effet de tout ce qu'Emilie a expliqué concernant l'inventaire des matériaux et de quoi on part. Ce qui est important, c'est que dans économie circulaire, il ne faut pas oublier qu'il y a le mot économie. Alors, c'est faire des économies, mais c'est créer de nouvelles économies également. Et donc, c'est d'une part innover. Ce n'est pas innover pour le fait d'innover, c'est innover pour trouver des solutions qui sont plus efficaces, plus rentables. C'est créer des nouveaux modèles, je vais en parler tout à l'heure, c'est créer de la valeur ou des valeurs, si possible, y compris des euros, et en effet, non seulement réduire la production de CO2, mais c'est, si possible, le capturer, le CO2. Et donc ça, ce sont la base des impacts positifs. Alors, j'adore ce schéma parce que je vais presque dire qu'il a changé ma vie, même s'il m'a paru naïf au départ. C'est que si les bâtiments sont comme des arbres, les villes seront comme des forêts. En fait, l'arbre capture l'humidité de l'air, capture l'énergie solaire avec la photosynthèse, il crée de l'habitat pour d'autres espèces, y compris pour les humains. Il gère son climat de plusieurs manières avec de la ventilation et crée un microclimat, etc. Il est fantastique pour ça. Il a créé des métabolismes qui permettent de régénérer les sols, qui permettent de capturer et de nettoyer l'eau et de produire de la nourriture. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, dans le bâtiment, ça existe. Ce sont des technologies qu'on peut, dont certaines sont très simples, hein, comme on voit en bas à droite avec les murs trombes, l'ombre, la protection solaire, etc., la ventilation naturelle, la ventilation solaire, la production d'électricité, on connaît tous les photovoltaïques, on peut récupérer l'eau dans l'air et en bas à gauche, on voit la ferme Big dont Xavier gentiment parlait tout à l'heure que j'ai créée à Anderlecht, qui permet de produire de l'alimentation notamment. Mais ce qui est important, c'est de savoir que pour moi, la ville et l'urbain a des problèmes, mais ce n'est pas le problème et surtout, ça peut être la solution si on la rend à la fois productive et agréable. Alors, on est reparti des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Je ne vais pas repasser là-dessus. Je pense que tout le monde a au moins vu ces 17 objectifs. Peut-être moins de monde a vu les 169 sous-objectifs qu'il y a derrière tout ça,
qui vaillent la peine d'être regardés. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté en fait les 17 objectifs de développement durable. Alors, c'est une interprétation qui varie un peu en fonction des projets, etc., mais qui permet en fait d'avoir 17 points de vue qui sont effectivement inséparables. Le petit schéma en bas à droite montre un icosaèdre qui montre en fait tous ces points qui peuvent être reliés. Ça veut dire que si on pousse sur n'importe lequel de ces boutons ici, et je vais vous le montrer dans un instant, ben, ça influence tous les autres. On peut difficilement utiliser une toiture à la fois pour faire de l'électricité, faire de la récupération d'eau, produire des tomates, etc. Il faut faire des compromis, mais il y a des compromis qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, notamment entre la biodiversité, la production, la protection du bâtiment, etc. Donc, la raison pour laquelle j'ai eu cette démarche en tant qu'architecte au départ, c'est parce que on avait tendance à dire, ben voilà, on met du photovoltaïque, on garde des vélos, on met un système de traitement de l'eau, etc. Puis dès que le permis est obtenu ou que le concours est gagné, il y a la moitié de tout ça qui tombe, parce qu'en fait, c'est pas grave si on enlève un. Si vous le faites de manière systémique, et c'est vrai dans vos projets, de manière générale, ça veut dire que si tout à coup j'enlève mon panneau photovoltaïque, ben, ça réduit la possibilité de récupérer l'eau, ça réduit la possibilité de produire de l'énergie, la protection solaire du bâtiment, la protection solaire du végétal sur la toiture, etc., etc. Donc, voilà le principe. Je vais le montrer autrement. C'est si on prend le point de vue de la biodiversité, par exemple. Alors, je vais pas lire tout ça, ne vous inquiétez pas, et vous aurez accès aux documents. Mais si on regarde la biodiversité, on voit l'impact que a vu depuis le point de vue, on va dire, de régénérer ou de renforcer la biodiversité, l'impact qu'il a sur tous les autres éléments. Tous les autres éléments, c'est par exemple sur l'eau et les nutriments, c'est traitement biologique de l'eau et récupération des nutriments qui permet vraiment, en copiant la nature, de traiter l'eau. Je voudrais rappeler que pour le moment, on parle beaucoup d'énergie et de problèmes énergétiques et il y a des raisons pour ça et le coût de l'énergie. J'avais encore une réunion ce matin. L'eau est pour moi le prochain problème. Il est déjà là, en fait. On peut déjà plus forer dans les nappes en Flandre. Il n'y a plus d'eau en Espagne, il n'y a plus d'eau dans le nord de la France. C'est assez étonnant. Et donc, voilà, on ne peut pas oublier ces éléments-là. Alors, je ne vais pas le faire pour chacun. On pourrait partir du problème de l'eau et puis voir quel est l'impact sur les autres points. Alors ici, ce sont seulement des propositions de ce qu'il y a moyen de faire en regardant depuis l'eau. Mais si on regarde en fait à partir des énergies renouvelables et des faibles émissions de carbone hein, dont on a parlé, puisque c'est l'objectif de la rénovation principalement, c'est de réduire la facture énergétique et de permettre la réduction des gaz à effet de serre et en tout cas la production de CO2. En fait, on peut voir que l'ensemble, je ne sais pas si vous voyez la première ligne parce que j'ai quelque chose devant là, mais vous ne le voyez peut-être pas. L'ensemble des éléments touchant à l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, c'est vrai que c'est les matériaux, mais en fait, tout est matériau. On veut produire de l'énergie, on utilise des matériaux. On veut traiter l'eau, on utilise des matériaux. On veut faire pousser de la biodiversité ou produire sur une toiture ou dans un bâtiment, on utilise des matériaux, etc. Donc, il est important de ne rien oublier. Alors, l'idée ici et l'approche est de dire on va essayer de créer de la valeur ajoutée dans le bâtiment en utilisant un système de pensée, qui est un système qui tourne autour de l'économie circulaire et qui permet en fait de regarder quelles sont les possibilités. Hein, c'est le domaine du possible pour un projet pour pouvoir en améliorer les performances à tous les niveaux, notamment social aussi, création d'emplois, la mobilité, etc. Je vais pas les répéter. J'aime assez bien ce petit schéma-ci. Vous avez les auteurs en dessous, qui sont la raison pour laquelle il y avait de la perte de valeur, ou il y a de la perte de valeur aujourd'hui dans les bâtiments, mais c'est notamment souvent la démolition prématurée ou pour les mauvaises raisons. Ce sont des terrains qui restent en friche et notamment pollués, qui restent pendant parfois des dizaines d'années. Hein. On le voit beaucoup en Wallonie, on l'a vu dans certaines zones autour du port d'Anvers où nous travaillons. Et c'est la dépréciation des matériaux. Dépréciation des matériaux, pourquoi? Parce qu'ils sont collés ensemble, parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on utilisait avant et que les bâtiments aujourd'hui ne sont pas faits pour être désassemblés, ou en tout cas, une grande partie doit être simplement démolie et détruite. Et puis,
soit brûlés, soit enterrés, etc. Donc, c'est là qu'il y a un travail à faire. Et par contre, à droite, on voit le potentiel, c'est le cycle des matériaux dont Émilie a parlé, c'est le support du bien-être et notamment des systèmes naturels qui nous entourent, qui font partie de notre bien-être. C'est une pensée systémique qui permet de relier tous ces points-là, c'est de dessiner les bâtiments dès le départ en pensant à la maintenance et en pensant à la déconstruction et à la réutilisation d'éléments de construction ou de matières premières. Et puis, en fait, c'est aussi finalement une vision holistique de tous ces éléments ensemble. Alors, on parle d'économie circulaire et pourquoi en fait, l'économie circulaire gagne de la valeur? Ben, si vous prenez le schéma de gauche, si on investit, on va dire, 10 millions en matériaux dans un bâtiment, et puis on le rénove, et puis il perd de la valeur, et puis il y a des éléments qu'on doit remplacer, etc. Et la valeur des matériaux qui sont dans le bâtiment, ben, elle baisse jusqu'à devenir négative, puisqu'on va devoir payer pour s'en débarrasser. En général, ça coûte 200 000 euros pour appeler un démolisseur qui, lui, a déjà compris aujourd'hui que ces valeurs ont de la matière, et en fait, il va récupérer cette matière. Alors, comment il y a moyen d'aller chercher cette valeur, au lieu d'avoir une valeur négative résiduelle, d'avoir une valeur positive résiduelle? Alors, à droite, vous voyez effectivement que la flèche bleue du dessus, ben, c'est le prix, la constante augmentation de la valeur des matériaux neufs et même des matériaux recyclés. Des matières premières, globalement, montent. Il y a beaucoup de variations en fonction d'un Poutine qui éternue ou de quoi que ce se passe. Mais pendant ce temps-là, les 10 millions d'euros que vous avez mis dans votre bâtiment, ben, la valeur diminue. Pendant que la différence, en fait, entre la perte de valeur et le prix des matériaux augmente. Et pour pouvoir récupérer cette matière, c'est le schéma en bas à droite, ben, il faut créer ce qu'on appelle un passeport de matériaux. Alors, pas simplement un passeport qui dit, voilà, j'ai autant de matériaux et je mets ça dans un tiroir. Non, c'est faire l'inventaire de ce qu'on a, c'est définir ce qu'on peut en faire, définir un design de reconstruction ou de construction pour la qualité, mais aussi un design et une création qui permet l'extraction et le désassemblage. Alors, on a bien entendu tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, que la réutilisation d'éléments, on parle beaucoup de récupérer des toilettes en porcelaine, on récupère des carrelages, etc. C'est très bien, mais il y a énormément de pertes. Je crois que l'importance des 90% qui sont dans la matière première, si j'ai bien compris ce qu'Émilie disait, ben, sont terriblement importants. Et donc, pour moi, une toilette, ce n'est pas forcément quelque chose à récupérer tel quel parce que c'est difficile et assez rare finalement, mais c'est peut-être la porcelaine dont il faut faire quelque chose. Et donc, c'est voir toutes ces matières premières. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, il faut de l'espace pour faire ça. Alors, nous avons créé chez Beaupro un concept qui s'appelle Blue Gate, qu'on a développé à Anvers, qui n'est pas dédié à la construction, mais clairement, il y a besoin aujourd'hui d'espace industriel très proche du milieu urbain, si pas dans le milieu urbain, qui peut regrouper à la fois de la recherche, des incubateurs, des productions alimentaires, des transformations alimentaires, des productions d'énergie. Si possible, au nord, sur le dessin ici, on voit l'idée d'être un canal, hein, et vous allez voir pourquoi je parle de ça maintenant pour Bruxelles. Il faut de la place pour l'économie circulaire et il faut beaucoup de place. On parle de millions de tonnes à traiter, si possible sur place, et si on ne peut pas le faire sur place, au moins qu'on puisse le transporter, si possible, par voie d'eau. Donc, par exemple, Émilie parlait du béton. Si vous allez au milieu à gauche, ben, en fait, aujourd'hui, il y a moyen, notamment en Hollande, qui est assez avancé, mais il y a des recherches en Wallonie aussi, avec le centre Terre et Pierre que j'ai rencontré récemment. Il y a moyen, en fait, de faire du bon béton avec du bon vieux béton. Il y a moyen de récupérer aussi de plus en plus le ciment qui est dans le béton et donc d'abaisser évidemment la production de CO2 pour fabriquer ce même ciment. Donc, ce sont des technologies qui existent, mais qui ont besoin d'espace. À Bruxelles, on a besoin de 3 ou 4 hectares pour faire ça le long du canal, quelque part, pour le développer. Il y a la préfabrication. Alors oui, c'est la même chose pour le verre. Alors, je ne dis pas qu'il faut refondre du verre dans chaque région,
mais il faut au moins faire en sorte que le verre plat puisse redevenir du verre plat. Pour le moment, on a du downcycling en isolant. Alors ça, on l'a vu, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on a besoin de beaucoup d'isolants. Mais par contre, on a beaucoup de downcycling de verre plat, donc du verre de très très grande qualité, de très très bonne qualité, en verre à bouteille ou alors broyé et mis sous les routes comme base ou sous des fondations. Et puis en dessous, il y a la préfabrication. Préfabrication et l'industrialisation. La préfabrication, c'est du sur-mesure. L'industrialisation, c'est de plus en plus, et là on parle d'habitat abordable, il va falloir démolir. Il va falloir reconstruire la ville sur la ville. Il faut garder un maximum, maintenir, mais il va aussi falloir démolir des bâtiments qui n'ont aucun espoir de répondre aux critères, même moyens, qu'on essaie d'atteindre pour 2035, 2050. Et ça, c'est un élément important. Il y a un élément aussi extrêmement important, c'est l'utilisation de la matière en cascade. De la matière, de l'eau aussi, mais là, en bas à droite, j'ai l'exemple du bois. Si on coupe un arbre et qu'on le brûle, on a fait de l'énergie, mais on a raté entre-temps la possibilité de faire du bois massif de construction, de faire des bois de décoration, de faire des panneaux de fibres, de faire du papier, et puis de le brûler et que tout ceci puisse retourner à la nature sous forme de carbone ou autre qu'on peut intégrer. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, ça peut se passer en ville. Ça peut clairement se passer en ville. Alors, j'ai volé une slide et il m'en excusera à Pascal Chazal qui a fait un très très bel exposé à Cap Construction il y a très peu de temps. La préfabrication peut fonctionner aussi et l'industrialisation de la construction, l'automatisation peut fonctionner pour la rénovation. Que ce soit des façades arrière ou avant, selon le type de bâtiment, etc., ou des toitures. Mais effectivement, il faut pouvoir résoudre ce genre d'éléments à bas prix. À bas prix, ça veut dire de manière très, très répétitive. Si aujourd'hui, on construisait les voitures comme on construit les maisons ou comme on construit les bâtiments, la voiture coûterait 100 fois le prix aujourd'hui. Donc, il faut vraiment imaginer automatiser et industrialiser. Et pourquoi je parle de ça à Bruxelles? Mais je pense qu'il y a un seul endroit où tout ça peut se passer à grande échelle, c'est sur Scarbeck Formation. Je me bats depuis quelques années sur ce concept qui est en fait de créer une zone industrielle propre mélangée avec des zones de recherche et de start-up, etc., le long du canal à Bruxelles. Et ça, c'est une nécessité quand on voit les liens qu'il peut y avoir entre la ville et ce site et les différents ports, qu'ils soient wallons ou flamands ou hollandais et autres, ou même au-delà de la mer. Le lien avec la voie d'eau est très très important. Donc, c'est très bien de faire du logement, mais il faut aussi maintenir de l'industrie. Alors, dernier point, le petit schéma, sans doute, beaucoup d'entre vous le connaissent à gauche, c'est plus on avance dans un projet, c'est-à-dire qu'au moment où on démarre un projet à gauche, là, on a toutes les opportunités de choisir ce qu'on va faire, de choisir parmi les éléments que j'ai montrés tout à l'heure dans notre systémique, on a la possibilité de choisir des choses. Une fois qu'on a décidé, qu'on a déposé le permis, on arrive à la zone vert foncé, là, les choses commencent à se bloquer et là, en tant qu'architecte ou ingénieur ou promoteur, on n'a plus beaucoup le choix de modifier les choses jusqu'au moment où on commence la construction. Et là, en général, ça coûte très, très cher si on veut changer quelque chose, même au bout de 20 ans, etc. La flèche verte qui traverse tout, c'est de dire si on pense à gauche à ce qui va se passer à droite, en fait, on va réduire le coût de la transformation ultérieure. Personne ne peut dire ce qu'un bâtiment va devoir, comment il va devoir performer dans 20 ans. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure. Bientôt, je crois qu'on ne pourra plus consommer d'eau. Et il faudra traiter l'eau dans les bâtiments. Alors, est-ce que ça se passe dans les parkings qu'on aura abandonnés? Est-ce que c'est d'autres choses? Mais il est très, très important d'avoir cette vision. Et cette vision, en fait, elle est très difficile à intégrer, notamment, et là, j'attaque le dernier sujet, auprès des syndics et des copropriétaires. Pourquoi les syndics et les propriétaires? Parce que c'est la grande majorité des logements, en tout cas d'appartements, à Bruxelles et dans le nord de l'Europe, de manière générale.
Les syndics aujourd'hui sont en mal d'amour. Ils sont obligés de réagir, si je reprends le schéma précédent, ils sont obligés de réagir une fois qu'il est trop tard. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'urgence et à essayer de réparer les choses. Ils n'ont pas le budget pour. C'est très difficile de convaincre une copropriété d'avancer dans un projet et de réfléchir 10-15 ans à l'avance si on est toujours dans l'urgence et que du coup ça coûte très cher parce qu'il faut remplacer la chaudière, il faut faire ceci, puis on remplace la chaudière par une autre chaudière au lieu de la remplacer par une pompe à chaleur par exemple, ou au lieu d'imaginer d'isoler avant de faire certaines choses. Et donc il faut pouvoir créer une feuille de route. Et je ne vais pas lire tout ce qui est ici, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de points qui sont difficiles à gérer pour les syndics et les copropriétaires, et notamment la partie de budgétisation de ceci et de pouvoir planifier à l'avance ce qu'on doit faire. Alors, on a regardé avec Look and Fin et on regarde ça aujourd'hui en Wallonie avec Federia aussi, c'est de voir différents thèmes. Il y a d'abord un audit à réaliser, et un audit pas seulement pour dire on va économiser de l'énergie, on va isoler et on va changer la chaudière par une pompe à chaleur, mais c'est de réaliser un audit qui est élargi un peu plus dans le sens de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il ne faut pas vouloir tout faire, mais c'est en tout cas, si une des manières d'améliorer le bâtiment, c'est notamment en même temps traiter l'eau, c'est peut-être le moment de le faire, en tout cas de le prévoir. Et si on ne le prévoit pas, ce sera impossible plus tard. Et donc le bâtiment deviendra stranded, comme on dit en anglais, ou obsolète. Ensuite, c'est en effet définir les impacts possibles et on peut les chiffrer. Il y a des impacts qui sont chiffrables en gaz à effet de serre, etc. Peu de propriétaires aujourd'hui sont déjà sensibles ou en tout cas sont prêts à payer plus pour être plus écologique. Mais voilà, si c'est combiné à d'autres choses, ça peut avoir des avantages. Ensuite, à partir de ça, c'est de choisir la bonne équipe de maîtrise d'œuvre et puis voilà, c'est accompagner finalement les syndics pour qu'ils puissent avoir des outils pour que les copropriétés puissent en fait sereinement et non pas à chaque fois dans l'urgence prévoir des choses. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on va avoir plein de questions. Merci, Steven. Voilà, on retourne. Parfait, donc on peut ouvrir l'espace de l'échange. Donc, il n'y a pas de questions dans la chat, en tout cas. Quelqu'un veut se lancer? Moi, j'avais posé une question dans le chat à laquelle Steven a déjà répondu. C'était après l'exposé d'Émilie. C'était de savoir si une vraie politique de déconstruction et puis de recyclage des matériaux, est-ce que ça n'impose pas de grandes capacités de stockage en région bruxelloise? Donc voilà, je voulais avoir un petit peu la réaction d'Émilie et celle de Steven sur cette question. Je sais, Steven, que tu l'as abordé au cours de ton exposé, mais voilà, je voulais avoir votre réaction. Mais si je peux finir mon exposé là-dessus, c'est en effet, il y a le stockage, mais il y a aussi la transformation. Eh oui. Il y a la capacité aujourd'hui de créer des sites. Il y a déjà le Brussels, le BCCC, Brussels Consolidation Construction Center, qui va dans ce sens-là sur le bassin Vergot, et Shipit qui transporte les matériaux par bateau. Eux le font plutôt pour les matériaux neufs. Ils font aussi déjà du stockage, par exemple de dalles de faux planchers, des choses comme ça, pour pouvoir les réutiliser après. L'intérêt de ça aussi est de l'avoir localement. Émilie en a parlé au niveau de l'emploi, mais c'est aussi la capacité de pouvoir améliorer ces produits, les nettoyer, les repréparer pour l'usage, mais c'est surtout de pouvoir les amener en just-in-time, c'est-à-dire sans stockage sur chantier, sur les chantiers. Même chose d'ailleurs avec tout ce qui est neuf. Un plombier, et d'ailleurs de manière générale, c'est Pascal Chazal que j'ai mentionné tout à l'heure qui montrait ça, un ouvrier du bâtiment qui travaille sur chantier est efficace en général en moyenne à 20% de son temps. Le reste du temps, il va et il vient du chantier, il a oublié le tournevis, il n'y a pas le bon matériau, il ne fait pas beau, il y a un problème, ils ne se comprennent pas entre eux, ce n'est pas organisé, il y a beaucoup de problèmes. Surtout
surtout sur des chantiers, finalement des petits chantiers résidentiels, etc., de rénovation. La même chose qui se passe en atelier permet effectivement à améliorer jusqu'à 80% l'efficacité du même ouvrier, qui en plus de ça va avoir un métier valorisé qui peut se faire à l'abri. Et ça, c'est l'industrialisation et la préfabrication hors site. Mais le hors site ne doit pas se faire en Hollande ou en Allemagne, il doit se faire le plus près possible quand il y a moyen, même si on peut transporter des éléments importants par l'eau. Mais je laisse la parole à Émilie. Merci Steven. Oui, j'abonde dans le même sens et d'un autre côté, je voulais quand même soulever, bon, vous l'avez compris, moi j'ai un biais plutôt vers le réemploi. Alors, l'espace de stockage, effectivement, il est nécessaire. Maintenant, quand il y a des opérations de recyclage, la grosse difficulté, c'est effectivement aussi la combinaison avec des milieux parfois urbains denses, avec des réglementations assez difficiles. Voilà, il faut des permis spécifiques, il faut penser aussi au bien-être, que ce soit enfin, des aspects acoustiques, de pollution, de poussière, etc. Donc, ça soulève quand même beaucoup de questions techniques. Je parle ici plutôt, oui, de la remise en état ou de transformation physique de la matière. Maintenant, le gros enjeu, c'est aussi qu'on a plein, et ça c'était présent dans le schéma de Steven, on a plein d'espaces sous-exploités, inutilisés. Et en fait, donc ça, on perd en fait cette valeur de ces espaces qui pourraient être mis à disposition. Alors, on le voit que dans certains modèles de récupérateurs de matériaux, donc de réemploi, il y a des modèles un peu pas très confortables, mais hybrides, c'est-à-dire des locations temporaires, des arrangements pour des espaces qui sont destinés à devenir autre chose, mais qui, entre-temps, ne servent pas. Et donc, voilà, c'est des situations qui ne sont pas toujours enviables, parce que du coup, c'est très difficile quand on développe une activité économique de se projeter sur le long terme quand on sait que potentiellement, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a des possibilités de devoir déménager à un certain moment. Mais ce sont des possibilités. Donc, je pense qu'il y a la question technique et des permis pour des exploitations plus larges et plus polluantes, je veux dire, en termes acoustiques et de charroi. Il y a des questions d'espaces sous-utilisés, sous-exploités, vacants, qu'il faudrait pouvoir, entre guillemets, mieux valoriser. Et puis, il y a une question aussi, parce que le stockage, c'est une question importante, mais si les chaînons entre la déconstruction et la remise en œuvre, donc le chaînon logistique, n'est pas bien géré, bah, c'est compliqué aussi. Parce que le stockage, on pourrait, par exemple, il y a des modèles qui le prouvent, hein, qu'on peut stocker pendant un certain laps de temps des matériaux qui finalement, pour lesquels il n'y a pas de demande. Alors, si c'est pour stocker, alors bah, voilà, on perd de l'argent dans ce stockage. Mais donc voilà, alors je voudrais juste dire que dans le cadre de Rénolution, il y a différents ateliers thématiques qui sont développés au regard des enjeux de la rénovation, et il y a un atelier thématique spécifique lié à la logistique. Où si vous êtes preneur d'ailleurs de participer, je pense qu'eux sont demandeurs d'input de différents acteurs sur la région bruxelloise. Où justement, en tout cas, un des premiers objectifs lors des groupes de travail auxquels j'ai pu assister, c'était de mettre déjà en lien les différents acteurs autour de la table pour réfléchir à des plateformes d'échange de matières qui pourraient combiner à la fois le stockage, mais également la remise en état et donc différents acteurs de la chaîne de valeur. Voilà. Merci. Il y avait aussi, donc il y a Peter Benuska qui avait une question ou une invitation peut-être. Participation Oui. au NIB Festival. Vous pouvez nous dire, il s'agit de quoi? Oui, donc j'aurai deux interventions. La première, j'ai écrit, la deuxième, je vais le dire juste. Donc, pour la première, Net New European Bauhaus, il a des valeurs comme durabilité, bien sûr. Et là, on aura... Maintenant, je suis aussi un ambassadeur du Net de New European Bauhaus.
là, j'annonce uniquement qu'on aura un festival de nouveau. Il y avait déjà un. Et le délai pour se présenter là-bas, pour s'enregistrer avec une présentation ou avec un projet, c'est le 30 septembre, dans 2 jours. Donc, c'est ma question si Steven ne veut pas faire une présentation ou bien présenter son projet, ou bien Sohonet s'il ne veut pas présenter, par exemple, ou organiser un webinaire ou une conférence pendant le festival du NEP. C'est ma première question ou suggestion. Je te remercie. Et j'ai déjà participé en fait au NEP Oui, Festival l'année passée, ou il y a 2 ans, l'année passée, je pense. Oui. Oui, c'est en plus très, très, très sympathique et très libre comme zone. Mais écoute, je vais regarder. On peut faire un duo avec Émilie, peut-être. Oui, peut-être. Oui. Parce que là, ce n'est pas le lieu fixe, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement, par exemple, dans Tour and Taxi, ici à Bruxelles, mais on peut avoir les activités parallèles, même, je ne sais pas, à Rome ou bien à Bratislava, d'où je viens d'origine, mais je vis maintenant à Bruxelles depuis 15 ans. Et donc, c'était une annonce que si quelqu'un est intéressé, il reste que 2 jours. Deuxième chose, c'était... ça, je devrais commencer. Bon, je vais revenir avec deuxième chose. Maintenant, j'ai oublié parce que j'étais plein dans le net. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a Madame Desclés, Isaline Desclés, qui avait aussi une question. Peut-être vous présenter brièvement de Oui, quelle organisation vous êtes. Merci. oui, bonjour, donc je suis Isaline Desclés, je suis consultante pour Winch et surtout dans le cadre de ma présence ici, c'est parce que je suis mandatée par la Fondation Rabaudouin. Il y a quelques collègues de la Fondation qui sont d'ailleurs inscrits ici pour un projet qui est éminemment actif justement en construction, rénovation circulaire et avec en plus une intervention potentielle d'acteurs sociaux du secteur de la construction circulaire. Et donc, d'abord, merci pour tout ce que vous avez expliqué parce que, oui, c'est beau ça. Oui, oui, je le connais. Oui, oui, oui. Donc, pardon, parce que Steven montrait en effet des documents intéressants. Donc, d'abord, merci parce que je trouve que tant un intervenant que l'autre nous donne du recul et pour naviguer dans ce secteur depuis plusieurs mois, je trouve que non seulement vous faites une superbe synthèse, mais en plus vous allez un pas plus loin, donc ça nous aide à y voir beaucoup plus clair, c'est vraiment top. Ma question porte, pour commencer, parce que je pourrais en avoir 20, mais si je devais en choisir une, c'est en fait la dernière dia de Steven sur les 5 thématiques. La première, c'est réalisation d'un audit énergétique élargi aux 17 thèmes de l'économie circulaire régénératrice. Oui. Et moi, je me demandais en pratique, donc j'ai bien compris votre outil ODD utilisé, mais en pratique, comment est-ce que vous réalisez cet audit élargi, donc un peu avant-gardiste, j'ai envie de dire. Comment ça se passe? Alors, c'est profiter quelque part d'une demande qui est générée en général par l'économie d'énergie, hein, par ça, pour voir ce qu'il y a moyen de faire d'autre. Donc, l'idée est d'apporter des solutions possibles et puis de les chiffrer quand on a sélectionné quelques priorités et de voir comment on peut les combiner pour finalement créer une feuille de route de rénovation d'un bâtiment. Alors, c'est plus facile à faire pour un grand bâtiment que pour un petit, parce que j'ai envie de dire, le travail est le même et le coût va être le coût de consultance pour faire ça, que ce soit avec des architectes ou des gens, des experts, peuvent être assez élevés si on va trop loin. Je crois qu'il faut vraiment imaginer que c'est une approche à partir d'un outil que les syndics auraient à disposition pour poser les bonnes questions et puis revenir avec, à ce moment-là, travailler avec quelques personnes qui sont capables de faire des propositions et de les chiffrer. Si on ne les chiffre pas, ça ne sert à rien, hein, parce qu'on peut rêver longtemps. Donc, il faut voir à la fois les impacts et finalement les impacts positifs, de voir quelles sont les économies qu'on peut faire, mais aussi les
les gains qu'on peut faire réellement. Et de voir, parfois, c'est simplement une question de penser les choses dans le bon sens, hein, de pas oublier d'isoler la toiture avant de mettre des panneaux photovoltaïques. Enfin, il y a des choses qui sont aussi bêtes que ça. Là. Et quand on met des panneaux photovoltaïques, c'est peut-être l'occasion de récolter sur les panneaux photovoltaïques, récolter l'eau de pluie parce qu'elle est propre et on peut l'utiliser directement pour sa machine à laver. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut mettre en place? Ce ne sont jamais que quelques tuyaux et quelques éléments. Alors, je simplifie un peu et ça dépend vraiment d'un projet à l'autre. Mais c'est vraiment une vision qui dit, attention, quand vous faites une rénovation énergétique, on parle de 80 000 € par logement pour beaucoup en moyenne. C'est quand même énorme. Alors, beaucoup ne pourront pas se le payer, donc il faudra de l'aide. Et en effet, cette systémique doit être avec une aide publique à un moment, surtout si on parle de affordable housing et que Sonet met en avant. Je crois que c'est vraiment une question de faire en sorte de profiter de l'investissement qui doit être fait de toute façon pour que votre bâtiment réponde. Alors, pas au meilleur, ça c'est aussi une question. On a tendance à dire et en Wallonie, que tous les bâtiments devront avoir une classe A d'un PEB. Au bout du compte, il y a beaucoup de bâtiments pour lesquels ce n'est pas possible. Il vaut peut-être mieux avoir beaucoup de bâtiments à classe C ou D et un peu moins de A. Parce qu'on voit aussi, et ça a été exposé l'autre jour aussi, dans une autre conférence, c'est le fait qu'il y a une étude qui a été faite, je crois, en Suède ou au Danemark, où on voit que les bâtiments A, en fait, consomment plus que ce qui avait été prévu par design, et les bâtiments G consomment moins que ce qu'on imagine qu'ils consomment. Parce qu'en fait, on prend des facteurs qui sont souvent très négatifs ou par défaut, qui font qu'on augmente l'aspect catastrophique de certains des classes de PEB. Donc, il faut essayer, pour moi, il faut essayer d'aller vers une PEB nettement meilleure et améliorée, mais pas forcément. Il vaut mieux faire beaucoup de bâtiments qui sont bien que quelques bâtiments qui sont excellents. Et donc, là-dedans, profiter de ce mouvement-là pour amener d'autres conditions. Les conditions, ça peut être la qualité de l'air, simplement. Il ne faut pas oublier que quand on a poussé le passif, et Bruxelles a été pionnier là-dedans, moi j'ai vu des projets en France qui étaient passifs, mais qui étaient invivables. C'est les avocats qui ont gagné plus d'argent que les propriétaires, et surtout les médecins, parce qu'on a mis n'importe quoi comme matériau. Il faut faire attention à tout ce qui est incendie aussi. On a tendance à mettre des couches et des couches et des couches, et les pompiers n'osent plus rentrer dans des logements où ils ne savent pas avec quoi ça a été fabriqué. Donc, il y a tous ces aspects-là qui doivent être pris en compte en même temps, plutôt que de dire « Ouh, il faut vite économiser, on va coller, comme le disait Émilie, on va coller un isolant avec du crépi sur la façade, et dans 20 ans, si vous enlevez cette façade, il y aura du polystyrène ou quoi que ce soit qui sera éparpillé dans toute la ville. J'ai eu le cas à côté de chez moi, ici à Uccle, c'était hallucinant. Au moment de la construction, au moment de la rénovation. Après ça, imaginez la démolition. Donc, je mélange plusieurs sujets, mais globalement, c'est arrêter de penser qu'il faut faire une chose à la fois. Il faut faire les choses qu'on peut en prévoyant les autres. Je ne sais pas si c'est clair. C'est difficile de le faire sans avoir un exemple concret, hein, vous comprenez bien. Mais il faut... L'idée qu'on regarde au niveau des syndics, c'est justement que les syndics puissent revaloriser leur rôle, qu'ils puissent être éduqués, formés, pour qu'ils puissent, et ça se passe déjà, notamment chez Federia, avec ces films, ce sont finalement des personnes qui doivent pouvoir gérer l'habitat, et pas simplement répondre à la catastrophe en dernière minute en disant zut, on a oublié de faire l'entretien de la chaudière. Merci, Steven. Donc, Monsieur Benouska, votre deuxième question est arrivée. J'aimais beaucoup la présentation de sites concrets ici à Bruxelles pour traiter les déchets et tout ça. Bon, tu as dit que tu l'as déjà présenté aux autorités régionales. Maintenant, je suis aussi membre suppléant de CRD, Commission régionale de développement.
Et là, justement, je ne sais pas si ça a été présenté, par exemple, à cette commission ou bien aux quelles instances de la région tu as présenté ça, parce que je trouve l'idée très intéressante. Ben, tout le monde trouve l'idée très intéressante. Le problème, c'est qu'il y a une difficulté entre du fédéral, du régional, du local, des propriétaires différents, etc. C'est en train de se résoudre. L'autre problème, c'est que tout le monde veut prendre place sur ce site. Moi, je pense que c'est logique. On veut y stocker des bus et les recharger. On veut faire un tas de choses. Moi, je pense qu'il faut oser à Bruxelles aujourd'hui investir dans la mise en différentes couches, différentes, ne pas gaspiller du terrain. Il y a 40 hectares. Je pense qu'il faut utiliser ce 40 hectares au moins 3 fois. Avoir un rez-de-chaussée, un premier étage et une toiture et que tout ça soit productif. Alors, on ne le fait pas aujourd'hui. On est en train de le faire à Anvers. C'est pour ça qu'on est assez franc sur cette question-là, où on fait un bâtiment industriel sur 2 niveaux. Et parce qu'à Anvers, il n'y a plus de terrain. Mais en fait, à Bruxelles, il n'y a plus de terrain non plus. Et en Belgique, voilà, en Wallonie, il y a encore beaucoup de friches qu'on peut aménager, etc., où on a un peu plus peut-être de latitude. Mais à Bruxelles, en tout cas dans sa région, dans sa zone administrative, on manque de terrain. Et on manque de terrain en plus lié au canal, au chemin de fer, à la route. Donc c'est pour ça que ce site-là est assez unique. Mais je ne l'ai pas présenté à la commission régionale de développement. Ça m'intéresserait d'en parler avec toi, en tout cas. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'avais une question dans le prolongement de surtout de la présentation d'Émilie et qui concerne le cycle de vie des bâtiments, parce que on a bien compris par votre présentation que le bâtiment, quand il est en état de fonctionnement, il y a une production de CO2 s'il n'est pas performant, mais il y a surtout une production de CO2 au moment de la construction et de la déconstruction ou de la démolition. Alors, est-ce qu'on ne doit pas intégrer dans la réflexion une réflexion sur la duration des bâtiments, le cycle de vie? Je ne pense pas tellement au secteur du logement, mais je pense beaucoup au secteur du bureau, où on n'arrête pas de produire des nouveaux immeubles de bureaux qui ont de meilleures performances, qui ont donc pour effet que les anciens immeubles sont vides et qu'il faut les déconstruire ou les transformer. Voilà, je voulais avoir votre réaction là-dessus. Oui, alors la notion de durée de vie est une notion effectivement difficile à appréhender. Juste pour partir sur de nouveau quelques chiffres, par exemple, si on modélise un bâtiment dans Totem, qui est l'outil d'évaluation des impacts environnementaux des bâtiments, la durée de vie théorique des bâtiments considérés est de 60 ans. Au niveau européen, c'est 50. Donc ça veut dire que les calculs qui sont réalisés à l'heure actuelle pour évaluer l'impact environnemental des bâtiments est basé sur une durée de vie de bâtiment de 50 ans. Ce qui est déjà pas correspondant, en tout cas pour le logement, à la réalité de certains bâtiments qui durent depuis déjà bien plus longtemps. Du coup, effectivement, il y a un autre point qui est important à savoir, c'est que jusqu'alors, enfin, je veux dire, pour les bâtiments peu performants au niveau énergétique, il est clair que la phase d'occupation et d'usage du bâtiment, si on compare en termes de consommation d'énergie, est la phase la plus impactante sur l'ensemble de la durée de vie. Mmh. Par contre, de plus en plus maintenant avec nos bâtiments passifs, basse énergie, globalement, on réduit évidemment cette consommation énergétique, mais le rapport est inversé avec la phase de production. Donc, il faut avoir, je ne sais plus les facteurs en tête, mais la phase de démolition est finalement très peu impactante par rapport à la phase de production. Donc, par exemple, quand on encourage le réemploi, c'est pas tellement sur la stratégie ou l'économie qu'on va faire sur les impacts liés à la démolition, mais plutôt l'économie qu'on va faire sur l'évitement de la production de nouveaux matériaux. Parce que c'est vraiment cette phase-là qui, aujourd'hui, est, je dirais, l'enjeu. Donc, ça, c'est un élément important à garder en tête. Et
du coup, je vais rebondir sur les bureaux. Effectivement, la problématique des bureaux, que ce soit la vacance ou que ce soit la démolition, reconstruction, beaucoup trop prématurée. Je ferai le lien là plutôt avec ce que j'ai identifié comme la conception pour le réemploi futur. C'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais il devrait être question d'imposer en fait. On ne peut pas prévoir à quelle date ces matériaux vont être lâchés, mais par contre, on peut anticiper le fait que quand ils vont être démontés, ben, ils doivent rester une ressource pour le réemploi ou le recyclage. Donc, par exemple, pour les éléments qui vont changer souvent, je pense au bureau, c'est tout ce qui est cloisonnement intérieur, mobilier, faux planchers, etc. C'est pour ça que ça a été identifié comme un flux clé pour le réemploi, parce qu'on sait que ce sont des flux de matière qui vont être relâchés de manière beaucoup plus fréquente que dans le logement où là, on a des durées de vie plus importantes. Donc, ces éléments-là devraient être conçus pour pouvoir être facilement démontables et changeables. Et là, on va mobiliser plutôt des conceptions réversibles où on va penser les éléments en se disant, OK, bah, si dans 10 ans ou dans 5 ans, je veux changer, il faut que ce soit facile à démonter, rapide et que je puisse en plus les revendre. Voilà. Maintenant, par rapport aux bâtiments, donc là, je parlais plutôt des couches enfin, le cloisonnement, la modularité, les éléments de faux plancher ou faux plafond, c'est une chose. Maintenant, à l'échelle de bâtiments, les évolutions normatives, techniques font que effectivement, certains bâtiments sont précocement démolis. Surtout pour moi, selon un critère économique, que c'est plus facile de démolir et reconstruire, plus qu'un critère environnemental. Ces évolutions, on pourrait les prévoir justement par une conception en amont Agile. la plus agile, voilà. Bon, à Bruxelles Environnement, on parle beaucoup de conception réversible, réversibilité spatiale et technique. Et comment on fait ça? Ben, simplement par quelques éléments, j'en cite la hauteur sous plafond, par exemple. Prévoir suffisamment de hauteur sous plafond pour permettre des évolutions techniques à intégrer ou à laisser visibles dans des éléments de faux plafond ou faux plancher. Ça peut être la profondeur, il y a différents critères en tout cas qui sont abordés dans un outil qui est en cours de développement, qui s'appelle l'outil Checklist Réversibilité et qui est en cours de test sur certains projets à Bruxelles. Donc, et là, de nouveau, le fait d'intervenir sur l'existant ou sur du neuf n'est pas le même. Si on intervient sur de l'existant et que la hauteur sous plafond n'est pas suffisante, il y a des projets qui réfléchissent à des solutions techniques tout à fait viables. Simplement, soit par l'intégration en fait, des techniques en façade, par des façades préfabriquées, soit par des percements ou des réutilisations en fait, de circulation verticale de secours en gaine technique. Enfin, je veux dire par là que sur l'existant, il y a quand même des stratégies qui peuvent être trouvées pour répondre à ces évolutions techniques. Et sur l'existant, bah, là, sur le neuf, pardon, là, le champ est libre, mais il faut prévoir cette évolution dès la conception. Tu as tout à fait raison. Et l'existant, de manière générale, il faut d'abord envisager de réutiliser la structure et d'avoir cette agilité, cette flexibilité. Maintenant, il faut faire attention de ne pas mettre des emplâtres sur des jambes de bois et d'aménager et de dépenser beaucoup de matériaux et de moyens pour des bâtiments qu'on va de toute façon devoir démolir dans 10 ans. Donc, il faut faire attention de cette notion dans le temps. Et parfois, on exagère aussi dans le maintien. Je dis simplement ça, il y a des bâtiments qui sont trop profonds, il y a d'autres choses. Il y a une autre chose aussi qui est importante aujourd'hui, c'est comment résoudre les problèmes du lien entre la mobilité, les parkings souterrains et tous ces éléments-là. On me pose la question très régulièrement de ce qu'on peut faire des parkings, parce qu'effectivement, ils ne sont pas réversibles, hein, ils sont très souvent difficiles à utiliser. Je disais ce matin justement de nouveau à un client que peut-être que le fait qu'ils aient des parkings qui sont vides, c'est peut-être l'occasion de répondre à la taxonomie européenne avec d'autres réponses, notamment sur l'énergie, mais aussi sur l'eau, aussi sur le stockage de matériaux, aussi sur la mobilité
sur la logistique urbaine et des choses comme ça, avec ces zones de parking qui peuvent être valorisées. Mais je suis d'accord, il ne faut pas démolir, sauf si. Et c'est ce sauf si qu'il faut vérifier. Mais est-ce qu'il ne faudrait Oui. pas alors que les autorités favorisent le réemploi de bâtiments existants dans le cadre de la politique urbanistique, C'est le cas. plutôt que la démolition-reconstruction? C'est le cas déjà. C'est déjà, Oui. de manière générale, c'est une demande en tout cas de Baumeister et d'Urban, etc. Bon, il y a aussi, il faut aussi qu'il y a des projets qui se font maintenant, qui datent qui ont déposé des permis il y a 10 ans à Bruxelles. Donc, il faut prévoir à temps. Alors, oui, c'est le cas. De fait, c'est promu au niveau régional. Par contre, la difficulté sur laquelle on va devoir travailler, c'est justement sur quelle base peut-on décider au niveau des services d'urbanisme, sur quelle base peut-on dire si effectivement la démolition est justifiée ou non. Et parce que souvent, la difficulté rencontrée, c'est qu'il y a une ligne qui explique, oui, voilà, c'était pas viable ou c'était pas viable économiquement. Mais on n'a pas encore d'outils à l'heure actuelle qui permettent d'argumenter si oui ou non, il est plus intéressant de démolir ou de garder. Et donc ça, je pense qu'il faut... Enfin, c'est en cours, c'est une question voilà, qui reste en suspens et qui est certainement traitée par le Baumeister et par Urban, mais également au sein de Bruxelles Environnement. Démolir, hein. Ah. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est une question primordiale parce que, comme dit Steven, il ne faut pas maintenir pour maintenir. Par contre, je pense qu'on peut être créatif si la structure, parce que pour moi, ça, c'est la base, si la structure permet... ah oui, par rapport à l'existant aussi, c'est ça que je voulais dire, par rapport à la programmation, encore trop souvent, on veut essayer de faire rentrer une programmation dans un bâtiment existant. Alors qu'il faudrait penser à l'inverse, un bâtiment existant, que peut-il offrir en termes de programmation? Donc, je veux dire, on a encore à apprendre sur nos manières d'appréhender le bâti existant et sur la manière dont on peut développer des stratégies créatives pour, entre guillemets, être sensé par rapport à cette consommation et ce gaspillage de matière de manière générale. Tout à fait. Et ça pousse d'ailleurs à créer des bâtiments qui sont souvent mixtes au niveau usage. Et c'est là que dans les nouveaux projets aussi, il faut prévoir cette mixité. Quand je disais agilité tout à l'heure, c'est aussi le fait que le bâtiment, même sans changer d'usage, soit capable d'un upgrade, d'une mise à jour régulière. On a eu trop tendance à tirer en longueur des techniques spéciales de ventilation, de chauffage, etc., et surtout problématiques sur la ventilation, où finalement on arrive avec des bâtiments qui sont plus du tout sains, parce que si on doit changer la ventilation et les filtres, on doit quasiment tout démolir, parce que ça n'a pas été pensé pour une maintenance régulière et une mise à jour avec des nouvelles technologies, etc. Donc la flexibilité, elle doit aller... Elle doit permettre d'éviter cette obsolescence programmée quasiment des bâtiments. Merci pour votre réponse. Il y a une question. Moi, j'avais une question, Véronica. Oui, 2 secondes, Benoît. Il y avait d'abord sur la chat des gens qui attendaient. Et après, je te cède la parole. Ça va? Alors, il y a une question donc de Moutaz Bien. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je m'excuse si je le prononce mal. Donc, elle demande, surtout pour Émilie, je pense, comment peut-on préciser la définition du remploi? Émilie a déjà abordé ce sujet, pouvons-nous l'approfondir? Est-ce que les surplus de chantier peuvent-ils également jouer un rôle, en particulier dans les cas de l'isolation? Oui, alors très clairement, oui. Ça peut jouer un rôle parce qu'il y a encore des soucis par rapport à ces surplus. La définition qui a été proposée ici se base essentiellement sur le projet européen FCRBE, où là, on a vraiment essayé on a contraint un peu le périmètre de notre analyse et on n'a pas comptabilisé les matériaux qui n'avaient pas eu une première vie en œuvre. C'est une proposition de définition, mais effectivement, il faudrait pouvoir y inclure
la question des matériaux en surplus. Et donc ça, clairement, dans le projet, on ne l'a pas abordé. On a décidé, en tout cas, dans les hypothèses de départ, de dire on met ça de côté pour le moment parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais ça fait partie aussi d'une stratégie de réemploi, très clairement. Peut-être préciser ce que c'est FCRBE. Oui, pardon. Donc, FCRBE, c'est un projet européen Interreg et c'est l'acronyme pour, l'acronyme un peu compliqué, non pas de la chanson d'Aretha Franklin, Respect, mais c'est pour Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Element. Donc, vraiment, là, on parle donc de la facilitation de la recirculation des éléments de construction. Merci. Et c'est un consortium européen avec différents acteurs bruxellois, mais aussi français, hollandais, etc. Benoît, à toi la parole. Oui, moi ici, je m'exprime en tant qu'administrateur de SONET et j'avais une petite demande très concrète. Vous connaissez peut-être tous ou pas le Housing Deal. Je le résume très vite. On a démontré par une étude financière que le démembrement de la propriété terrain-construction était très, très intéressant pour les finances publiques et pour la pérennisation du caractère social, puisque c'est un projet qui coûte 3 fois moins cher, je résume très fort, aux autorités publiques. Nous sommes en train d'étudier un cas concret. Et donc, je m'étais demandé, sur UCLE, Steven, et je m'étais demandé s'il n'était pas possible, certes, de faire cette étude technique, plutôt administrative sur le Housing Deal, mais de la coupler, puisque ce sera un bâtiment neuf, à vos concepts de réversibilité de ce projet qui doit être encore totalement construit, parce que si on veut qu'il soit démoli ou réutilisé, il faut, j'imagine, vous serez d'accord avec moi, que ce soit conçu tout à fait en amont par les architectes qui vont décider. Donc, est-ce qu'on peut venir vous consulter pour voir, sur un exemple très concret de à peu près 11 appartements, ce qu'on peut donner comme cahier des charges au concepteur pour que ce bâtiment soit réutilisable plus tard? Avec plaisir. Je pense que pour Steven, c'est clair. De mon côté, je peux juste repréciser parce que je pense que parfois on n'a pas toujours connaissance de ces aides de l'administration de l'environnement à Bruxelles. Clairement, dans le cadre du développement de ces outils, que ce soit Totem, que ce soit le GROS, donc qui est un peu l'outil de référence pour évaluer la durabilité des projets, ou l'outil de checklist réversibilité dont je parlais, l'administration de l'environnement est vraiment en demande aussi de projets qu'elle puisse suivre et sur lesquels elle puisse appliquer l'outil pour avoir des retours d'expérience. Et ça, c'est important parce que c'est ces retours d'expérience qui vont permettre de peaufiner et de faire évoluer ces outils vers peut-être quelque chose d'un peu plus, pas réglementaire, mais en tout cas utilisé par le secteur. Donc, ça, je peux, oui, voilà. Et ça, je peux, en tout cas, pour la réversibilité, je peux donner les contacts de mes collègues à Bruxelles Environnement qui travaillent sur ces thématiques et qui cherchent des projets aussi à pouvoir implémenter. Parfait. Si vous pouviez les envoyer à Véronica, j'en serais heureux. Benoît, avec plaisir, une bonne brainstorming avec ces personnes-là et vous-même. Et je crois qu'on fera avancer le schmilblick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a encore un peu de temps. On est parfaitement dans les temps. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou un partage d'avis. Non. Moi, j'avais peut-être une question aussi. J'avais juste un commentaire à faire parce que j'ai fait il y a à peu près 1 an une analyse pour un de nos clients qui restera secret sur un bâtiment qu'ils avaient décidé de maintenir. Quel BoPro était le project manager, donc on connaissait bien le projet. Ils nous ont fait faire l'exercice de voir, selon nos fameux 17 points, quels étaient
les avantages et les inconvénients d'avoir maintenu une grande partie de la structure, etc. Donc, je me suis amusé en parallèle du travail des architectes qui ont fait un très bon boulot et c'est comme ça que le bâtiment s'est construit avec 3/4 de la structure maintenue et puis des extensions structure bois. C'était très bien fait, ça donnait un très beau résultat, bâtiment de bureau principalement. Et ils m'ont demandé de l'analyser et je l'ai analysé et au niveau carbone, leur choix était tout à fait bon. Niveau carbone, puisqu'on a maintenu 80% de la structure en béton, etc. Sur 17 des autres aspects, c'était plutôt négatif, parce que le bâtiment n'avait plus de flexibilité, parce que en fait, le confort de travail était difficile à atteindre, parce que les noyaux étaient au mauvais endroit, etc. Ce qui m'a fait conclure qu'en tout cas avec le programme qu'ils ont mis dedans, je les ai un peu choqués en disant ça, mais potentiellement, je pense que dans 15 ou 20 ans, leur bâtiment sera de nouveau obsolète, alors qu'ils en ont refait un quasiment neuf. Pourquoi m'ont-ils posé la question, et c'est là que je voulais en venir, c'est que pendant qu'ils maintenaient la structure du bâtiment à la demande de la région et Baumeister et tout le monde, et c'était très très bien, tout le monde était très content, ils ont dû continuer à payer des taxes comme si les bureaux étaient occupés, parce qu'ils n'avaient pas démoli la structure. Alors je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais ça représentait plusieurs millions d'euros sur les 3 ans de démantèlement, reconstruction, remise à neuf, etc. Donc, quelque chose de pas logique au niveau financier. Là, comme disait Émilie tout à l'heure, il y a souvent une raison financière. Quand j'ai participé au départ au concept du projet ZIN, qui a quand même qu'on a changé en dernière minute pour faire un nouveau permis, enfin fait une nouvelle demande pour accepter le gouvernement flamand dans le bâtiment. Ça a sauvé à peu près 180 000 tonnes de béton qu'on a pu laisser sur place par rapport à une démolition totale. Mais je pense, et je ne dévoile pas de secret ici, je pense que finalement, ça a quand même coûté plus cher que de démolir et de refaire les 2 tours. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, ça correspondait exactement aux besoins du gouvernement flamand qui a pu effectivement louer pour 20 ans, je ne sais pas, je n'ai pas le détail. Il faudra demander au promoteur. Mais donc, il y a toujours une valeur économique, mais il faudrait que la région, je ne sais pas si c'est au niveau fédéral ou région, mais je pense que c'est au niveau région, que ce problème de taxes soit résolu, si ça ne l'est pas. Parce que si dès qu'on maintient une structure en place, on doit continuer à payer des taxes, comparé à une démolition où on dit il n'y a plus de bâtiments, donc on ne paye plus de taxes pendant ce temps-là, ce serait intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience a la réponse, mais voilà, c'était un peu choquant comme... Qu'il y a peu, le système justement du fait de rénover permettait de réduire la TVA. Mais bon, voilà, c'est plus le cas, donc je ne sais pas concernant ta question. Pas dans le bon sens. Non, non. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience, du coup, va ajouter quelque chose sur cette question de la TVA à 6% en cas de démolition. En cas de rénovation. Ouais. Pardon, oui. Démolition aussi. Démolition aussi, hein, c'est toujours... 6% en démolition? Oui, bah oui, en tout cas, sauf si ça a changé récemment, mais oui. Ok. C'était pour C'est un relancer incitant aussi, l'économie. hein. C'était un incitant pour relancer l'économie, je pense. Enfin, c'est pas moi qui suis à l'origine de la décision, donc... No comment. J'avais encore un petit commentaire peut-être. Est-ce que vous avez des contacts avec les métiers de la construction, genre Confédération de la construction? Parce que je ne sais pas si vous imaginez la révolution copernicienne que c'est pour ce secteur plutôt traditionnel dans leur mode d'exécution, que créer, utiliser des matériaux qui viennent, on ne sait pas trop d'où, et faire construire des bâtiments réversibles. C'est hallucinant, hein? Alors, j'ai une réponse pour ça. Pour la réversibilité, peut-être pas directement, mais simplement pour dire que la Confédération Construction, donc MBuild, et le CSTC, nouvellement Buildwise, font partie du consortium du projet sur le réemploi. La Confédération Construction MBuild est également gestionnaire, entre guillemets, ou
c'est eux qui maintiennent en tout cas cette activité de la plateforme des acteurs du réemploi à Bruxelles. Donc, il y a une plateforme des acteurs du réemploi qui est à Bruxelles et qui a une activité principalement de networking, mais aussi de formation, d'information, de partage d'expériences. C'est eux qui gèrent cette plateforme. Donc, je pense que ils sont tout à fait au courant. Et pour Buildwise, ils ont aussi développé des protocoles pour pouvoir, pas certifier, mais en tout cas garantir une certaine qualité pour les matériaux de réemploi. Donc, c'est une question qui est prise vraiment à bras-le-corps par justement ces mastodontes dans le secteur de la construction, ce qui, pour moi, est une véritable révolution et je trouve ça très, très bien. Maintenant, évidemment, c'est une partie. Le réemploi, comme je le disais, c'est 1%. Si on arrive à 1,5 ou 2% dans les années à venir, c'est fantastique, mais il y a encore une part qu'il faudra travailler sur le recyclage. Et ça, il continue effectivement toutes ces études et analyses sur ces questions-là également. C'est encore plus dur sur le surcyclage. Je pense au béton notamment, de pouvoir réutiliser le béton dont je parlais dans mon exposé. Aujourd'hui, la réglementation en Belgique permet de réutiliser 10 à 20% selon les utilisations, et si je ne me trompe pas, de recyclage. En Hollande, ils ont des exemples à 100%, y compris la récupération du ciment, etc., qui a l'impact carbone le plus. Donc, ça vaudrait la peine de voir ce qui se passe en Hollande. On est en Europe et la Hollande, d'ailleurs, au niveau du secteur public, a poussé ces choses-là et l'économie circulaire et cradle to cradle depuis plus longtemps, avec un peu plus on va dire, de tripes. Ce qui est important aussi, c'est que va falloir simplifier les agréments techniques ou certaines choses. Alors, on ne peut pas prendre des risques inutiles non plus. Mais si quand on recycle du béton, il faut un agrément technique pour chaque camion de béton recyclé qui vient parce qu'il n'est pas tout à fait homogène avec le reste. Donc, il faut bien définir à quoi on peut l'utiliser, etc. Et ça, je pense en effet que les deux institutions sont au courant. Mhm. Et à ces spécialistes aussi, clairement. Merci. Bon, il y a encore, donc on a 10 minutes. Moi, j'avais oui, une question plus générique pour vous deux, parce que donc vous nous avez présenté des concepts holistiques, une manière de travailler très transversale. Ma question est plutôt, voilà, si on doit s'insérer dans cette révolution Copernic, comme Benoît l'a appelé, il faut quand même commencer par quelque chose. Donc, on a entendu des entraves, que ce soit au niveau de l'espace urbain, des industries, des permis. Je rappelle aussi que le Baumeister, c'est à partir de 5000 m² qu'on étudie les permis. Donc, il y a quand même l'enjeu de toutes les rénovations de bruxellois, voilà, qui ne correspondent pas à cette taille-là. Donc, OK, l'approche holistique, mais voilà, selon vous, via vos expériences, c'est où les leviers les plus forts pour vous pour commencer cette révolution Copernic, comme on l'appelait? Moi, je pense, si je peux commencer, Émilie, je pense que ça doit se passer à un niveau assez local. Alors, est-ce que c'est régional ou communal? Je ne sais pas, mais on a eu les contrats de quartier, etc., qui en général ont donné des très bons résultats. Il faut intégrer dans ce type on va dire, de regrouper des propriétaires, de regrouper des îlots entiers. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, au niveau de l'énergie, une des solutions les plus intéressantes, et notamment à Bruxelles, c'est la géothermie. La géothermie fermée ou ouverte, qui est assez simple comme système et qui est très pérenne, qui correspond bien à l'implémentation aujourd'hui de pompes à chaleur, etc., et de pouvoir alimenter des bâtiments une fois rénovés et une fois bien isolés, avec des chaleurs ou du frais d'ailleurs, basse température. Aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, il y a les communautés d'énergie qui se mettent en place, etc. Mais c'est très difficile de faire ça individuellement par maison. S'il y avait moyen de regrouper et de créer, par exemple, des réseaux basse température qui relient toutes les maisons d'un îlot. J'ai un exemple à Ixelles où on essaye de le faire à partir d'un projet qui, lui, se passe à l'intérieur d'îlots. Et on est encore loin d'y arriver.
s'il y avait moyen de convaincre les gens de petit à petit en disant, ben voilà, il y a un réseau, si vous vous branchez dessus, c'est de la basse température, ça ne marche pas vraiment avec vos radiateurs existants, mais donc on vous pousse à rénover. Mais si vous le faites ça, vous aurez non seulement un apport de chaleur ou de frais d'ailleurs à bas prix, et on pourra rentrer dans l'équation aussi de dire, ben voilà, ça veut dire que si la banque vous prête de l'argent pour faire la rénovation, vous pouvez aussi lui expliquer que si vous faites ça, vous allez dépenser beaucoup moins en énergie et donc vous pourrez rembourser votre emprunt, etc. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de boule de neige, mais c'est difficile de faire ça au niveau d'une région ou d'une ville, et je pense que c'est de manière assez locale. Alors, je n'ai pas la solution pour le faire, si ce n'est qu'il y a des gens qui cherchent dans ce domaine-là au niveau de start-up pour permettre justement l'installation de géothermie par îlot ou par bloc urbain. Voilà, c'est un exemple. Oui, moi je rebondis. Je suis totalement d'accord sur le caractère local, revaloriser en fait les ressources au niveau local, mais aussi des points d'info. En fait, là je pense à HomeGrid pour les particuliers, parce qu'en fait, c'est vrai que je pense qu'il faut intervenir de manière un peu différente entre des complexes à grande échelle et puis tous les petits particuliers, parce que c'est pas du tout les mêmes approches et pour les petits particuliers, je pense qu'il faut les rendre aussi acteurs. On parle de plus en plus aussi parce qu'on se rend bien compte que les gens ne vont pas avoir les moyens de se payer des rénovations voilà, de dingue, en tout cas pas tout le monde. Et donc, il y a différents enjeux. Je pense qu'il y a des enjeux peut-être pas trop à soulever parce que ça met parfois en balance la notion de PEB et autres, mais il y a des projets qui traitent du slow heat, hein, donc c'est-à-dire trouver peut-être des solutions moins coûteuses et plus liées au comportement en fait des occupants. Il y a ça, donc qui sont des solutions plus ponctuelles, mais qui répondent peut-être plus à une certaine flexibilité et moins d'investissement de la part des particuliers. Deuxièmement, je pense qu'il y a des points de contact comme HomeGrid, anciennement aussi les maisons d'énergie, qui peuvent vraiment accompagner aussi les particuliers dans cette réflexion sur la rénovation de leur logement et comment le faire. Et puis, il y a aussi tout un axe qui, je pense, va travailler sur le fait d'accompagner les autoconstructeurs ou les autorénovateurs. Alors, moi, je pense que c'est important d'outiller ces personnes-là parce qu'il va y en avoir plusieurs, mais c'est aussi important de bien les outiller parce que faire de l'autorénovation ou de l'autoconstruction, il y a quand même des enjeux techniques extrêmement, parfois, même pour des architectes, compliqués à gérer au niveau des ponts thermiques, et je passe les détails. Et donc, si on ne veut pas créer non plus des désordres et des problèmes de moisissure et de dégradation par une mauvaise réalisation de ces travaux, il faut vraiment donner les outils et accompagner en fait ces particuliers dans leur processus d'auto-rénovation. Mais je pense que c'est une piste aussi. En fait, pour moi, chaque acteur et à chaque échelle, il faut mettre en place un système qui permette de développer des solutions appropriées à chacun. Merci, Mélie. Et la mutualisation, j'ai oublié de dire. Bon. Steven en a parlé avec l'énergie et la géothermie, mais je pense que la mutualisation peut faire beaucoup dans les gains de charroi, de logistique, mais aussi de commande de matériaux et d'opérations. Ça permet de passer aussi avec des contrats tiers investisseurs sur du photovoltaïque ou des choses comme ça. Si on a tout un îlot qui décide de s'équiper, ben, voilà, il faudrait réfléchir. Alors, ce n'est pas simple parce que tous les bâtiments sont différents. Surtout à Bruxelles, il y a pléthore de hauteur, de décalage, de toiture, d'orientation, etc. Mais il faut, moi j'aime bien l'échelle de l'îlot, en fait. Dans le cas de Bruxelles, ça a toujours été comme ça. Avant, il y avait des petites industries dans les intérieurs d'îlots, il y avait un tas de choses et c'était assez mixte. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a perdu, c'est cette notion d'utilisation de l'intérieur d'îlots. Alors, on a fait très bien au niveau de la biodiversité, d'empêcher de construire un intérieur d'îlots, etc. Mais il n'est pas impossible, lorsqu'il y a une maison, par exemple, qui est démolie parce qu'elle doit l'être et parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement et que ça donne accès à l'intérieur d'îlot pour faire de la géothermie, peut-être presque
avoir un réflexe local de réfléchir et finalement de mettre tous des gens d'accord pour économiser de l'énergie. Alors, ce n'est pas simple, parce que les rapports de voisinage, etc. Mais je crois que s'il y a un objet global qui va valoriser leurs biens, en plus, parce que ça veut dire qu'ils vont avoir un bilan énergétique qui est nettement meilleur, qu'ils vont pouvoir dire, ben, ma maison, elle est efficace, elle est même éventuellement énergie positive. Si on parle de la géothermie, d'ajouter une serre, d'ajouter des panneaux photovoltaïques et des choses comme ça. Alors, c'est peut-être de l'argent mieux placé que de faire chacun de son côté sa petite rénovation. Et ça pourrait aussi d'ailleurs créer un peu plus de qualité dans les façades arrière des bâtiments et à l'intérieur d'îlots. Et pour ça, il faut que les organismes financiers qui supportent des prêts puissent aussi s'adapter à ce type de demande. Oui, les primes aussi. Reconnaître les coopératives et tout ça, parce que pour le moment, c'est que voilà. C'est pas toujours le cas, en tout cas, des coopératives d'énergie, mais peut-être le sujet d'un prochain séminaire. Donc, on est vraiment à la fin, donc on peut, je pense, clôturer. Je ne sais pas si Xavier, tu veux dire un mot de clôture? Et moi, je voulais remercier tout le monde et en particulier Émilie, Steven pour vos deux présentations et puis la discussion. Je trouve que c'était un échange extrêmement intéressant, vraiment très intéressant. Et en ce qui me concerne, et je pense que ça vaut pour tous les participants, je suis très satisfait. Un grand merci. Merci de votre écoute et de votre participation aussi. C'était un vrai plaisir. Oui, merci pour l'invitation et le partage. Et donc, vous retrouverez le webinaire sur la chaîne de Sonnet YouTube très prochainement. Donc, voilà, si vous voulez réécouter. Oui, voilà. Il y a beaucoup de merci qui arrivent dans la chat. Ouais. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Ouais, Au revoir. au revoir. Merci. Au revoir.